Bonjour à tous. On va commencer tout doucement ce webinaire en attendant que les derniers inscrits se connectent. Bienvenue à tous. Je suis Delphine Young, je travaille à l'Office français de la biodiversité à la direction régionale Occitanie et on vient vous proposer un webinaire aujourd'hui co-organisé par l'OFB, l'Agence régionale de la biodiversité en Occitanie et la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie. On a 60 inscrits sur ce webinaire qui a fait l'objet d'invitations ciblées auprès des collectivités engagées dans les démarches Atlas de la biodiversité communale et territoires engagés pour la nature et auprès des structures qui accompagnent les agriculteurs sur le terrain. Nous accueillons pour ce webinaire plusieurs intervenants, Bénédicte Goffre et Cécile Bedel de l'Agence régionale de la biodiversité, Lise Ardouin-Laporte-Rioux de la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie, Oriane Vézian de la communauté de communes Porte d'Ariège Pyrénées, Pauline Levenard de l'ANA Conservatoire des espaces naturels, Juliette Ferraille et Pauline Brou de la communauté de communes Astarac-Arros en Gascogne. Merci beaucoup à toutes pour d'avoir accepté d'intervenir dans ce webinaire. Je vois qu'il y a encore un petit peu de monde qui s'inscrit. Je vais vous présenter rapidement, en partageant mon écran, le déroulé un petit peu et les consignes pour ce webinaire. Voilà. Donc, ce webinaire est enregistré actuellement et sera disponible sur la chaîne YouTube de l'Agence régionale de la biodiversité. Pour les échanges, donc vous n'avez pas accès au micro à votre caméra, mais vous avez la possibilité d'utiliser l'onglet questions-réponses aux intervenants. Si vous avez plutôt des soucis d'ordre technique, vous pouvez utiliser l'onglet discussion qui est indiqué ici, et Émilie Flamand, donc, qui est connectée avec nous, qui travaille aussi à l'Office français de la biodiversité, donc en stage sur les atlas de la biodiversité communale, vous répondra et vous accompagnera si vous avez des soucis d'ordre technique. Voilà le déroulé du webinaire. Nous allons commencer par rappeler un petit peu les démarches Atlas de la biodiversité communale et territoire engagé pour la nature. Ensuite, il y aura une présentation de la cartographie des structures qui accompagnent le monde agricole. Nous accueillerons ensuite une présentation sur le réseau des chambres d'agriculture et les missions biodiversité. Et puis, nous finirons ce webinaire par 2 retours d'expérience présentés par des collectivités, la communauté de communes Porte d'Ariège Pyrénées et la communauté de communes Astarac-Arros en Gascogne. Et vous voyez sur la droite 3 moments, 3 temps d'échange où nous pourrons répondre aux questions des personnes qui participent à ce webinaire. Peut-être de vous dire quelques mots quand même avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous dire un peu dans quel contexte a été organisé ce webinaire. Au départ, nous avons réalisé auprès des collectivités engagées dans les atlas de la biodiversité communale en Occitanie une enquête pour recueillir un petit peu leurs besoins en termes d'accompagnement et de ressources, de guides et d'accompagnement dans leurs projets plus globalement. Et ce qu'il en est ressorti, c'était un besoin de trouver des solutions, de la facilitation pour réussir à mobiliser le monde agricole, les agriculteurs, dans le cadre de leur ABC. Donc ça nous a amené un petit peu à réfléchir effectivement à ce webinaire avec plusieurs objectifs, c'est-à-dire créer du lien entre des communautés qui n'avaient pas forcément l'occasion de se croiser, donc la communauté et de travailler ensemble, la communauté, on va dire, des collectivités, TEN et ABC, engagées dans ces dispositifs-là, et la communauté, on va dire, au sens large, des structures qui accompagnent les agriculteurs. Et comment créer un petit peu
des liens entre ces deux communautés pour essayer de faciliter, on va dire, la prise de contact avec le monde agricole et comment mieux travailler avec le monde agricole dans le cadre des atlas de la biodiversité communale. C'était un peu l'objectif de ce webinaire, et aussi apprendre à se connaître et mieux se connaître. Donc, pour commencer, on voulait rapidement vous faire une présentation globale de ce que c'est que la démarche Atlas de la biodiversité communale. Donc, bien sûr, une démarche en faveur de la biodiversité qui est portée, qui est engagée de manière volontaire par les communes qui souhaitent engager un ABC, qui s'appuie sur 3 grands piliers. À la fois la connaissance, mieux connaître son patrimoine naturel sur la base d'un diagnostic initial qui permet d'identifier les manques de connaissances et d'améliorer donc cette connaissance du patrimoine naturel, et donc de permettre de mieux définir les enjeux à l'échelle du territoire. La mobilisation, bien sûr, alors la mobilisation des acteurs au sens large, ça peut être effectivement le grand public, les scolaires et différents acteurs qui interviennent plus particulièrement sur les territoires, et notamment pour les territoires très agricoles, bien sûr, les agriculteurs du territoire qui sont très en interaction en fait avec la biodiversité du territoire, et avec lesquels il y a nécessité d'échanger, de partager, de sensibiliser. Et enfin, le point, on va dire, final de l'ABC, qui est un outil d'aide à la décision, c'est-à-dire que de pouvoir bénéficier sur la base de ces inventaires, avec cette mobilisation, d'un plan d'action, d'un outil d'aide à la décision, et de pouvoir intégrer l'ensemble de ces informations dans les projets d'aménagement communaux et dans les documents d'urbanisme de la commune. Voilà. Alors, les différentes étapes pour réaliser un ABC, c'est bien sûr, comme je vous le disais, rassembler, analyser les connaissances existantes avant de définir là où on va devoir conduire des inventaires complémentaires. Ensuite, de mettre en place une animation en fait auprès du grand public pour faire vivre l'ABC auprès du grand public, auprès des scolaires et auprès des acteurs économiques du territoire et des acteurs sociaux du territoire. Bien sûr, il y a tout le travail de concertation et de valorisation des résultats de l'ABC, et au final, pour intégrer les enjeux, comme je vous le disais, dans les décisions publiques. Alors, à l'échelle de la France, à l'échelle de la France, on a 2800 communes qui sont déjà couvertes par un ABC. Un ABC, c'est un projet qui dure entre 2 et 3 ans, dont le coût moyen a été estimé au niveau national à 38 000 € par commune. Bien sûr, c'est un dispositif qui est mis en place dans le cadre de nombreux partenariats avec des associations naturalistes, des différentes structures qui interviennent à différents niveaux en fait de l'ABC. Là, vous voyez un peu la répartition au niveau national là, en janvier 2003 des communes engagées. Et l'OFB a un rôle, donc trois interventions différentes au niveau de ce dispositif. Bien sûr, un soutien financier via un appel à projet qui est lancé chaque année, un accompagnement et un suivi technique des projets, dont par exemple l'organisation de webinaires ou de journées de rencontres, ou le partage d'informations, la participation au comité de pilotage des ABC. Et enfin, le développement d'outils, de guides, de différentes ressources qui vont pouvoir permettre aux communes, faciliter l'action des communes sur leur territoire. En Occitanie, depuis 2017, il y a au total donc 66 lauréats de l'appel à projet, 54 communes et 12 intercommunalités, ce qui couvre en fait 163 communes à l'échelle de l'Occitanie. Et donc, à ce stade, alors c'était donc les chiffres de fin 2022, il y avait 16 projets Atlas de la biodiversité communale qui étaient terminés à ce moment-là.
Et on aura, donc juste pour finir là-dessus, les lauréats de l'appel à projet 2023 qui seront connus dès la semaine prochaine. On connaîtra les nouveaux lauréats de l'appel à projet 2023. Enfin, je voulais juste faire un zoom sur puisqu'on parlait des inventaires, hein, l'Atlas de la biodiversité communale, comme je le disais, il y a le pilier connaissance qui a toute son importance. Il y a des inventaires sur des parcelles privées, dont bien sûr des parcelles agricoles. Et donc, de dire aux collectivités qui sont connectées aujourd'hui, mais aussi aux chambres d'agriculture et autres structures qui accompagnent le monde agricole, on accompagne les collectivités dans la réalisation de leur ABC. On leur met à disposition un ensemble de ressources via le lien que je vous ai mis ici et qui sera envoyé à l'ensemble des participants. Et donc, dans ce kit de lancement, dans ce kit avec les ressources, on a des fiches techniques qui permettent aussi d'accompagner les collectivités sur la question des inventaires sur les parcelles privées, qui nécessite en tout premier lieu l'autorisation du propriétaire. Dans un premier temps, la première solution à trouver, c'est de demander l'autorisation l'accord du propriétaire de la parcelle pour venir sur le terrain faire des inventaires, mais de savoir aussi, c'est important de savoir qu'il y a la possibilité de recourir à un arrêté préfectoral dans le cadre d'un ABC. Donc, le préfet peut autoriser des agents publics ou par délégation d'autres personnes, c'est les associations ou des bureaux d'études qui interviennent pour la collectivité, donc à pénétrer sur des propriétés privées pour procéder à des inventaires. Voilà, donc je voulais préciser ce point parce que ça fait partie un peu des questions qu'on peut avoir. Je vais à présent passer la parole à donc Cécile Bedel qui va nous présenter plus en détail la démarche Territoire engagé pour la nature. Merci, bonjour à tous. Alors, je partage mon écran. Est-ce que vous le voyez? Oui. C'est bon. Donc, Territoire engagé pour la nature, c'est un programme national pour une reconnaissance nationale qui est déployé en région par les agences régionales de la biodiversité, souvent, mais pas que, et c'est le cas en Occitanie, puisque c'est une démarche qui est pilotée par l'OFB, mais aussi par la région, les 2 agences de l'eau et l'État représenté par l'ADRIAL, mais déployé par l'Agence régionale de la biodiversité. Donc, c'est un programme qui vise à reconnaître pour 3 ans un projet qu'on dit de qualité pour la biodiversité. Elle s'adresse aux communes et aux intercommunalités uniquement. L'idée, c'est vraiment de mettre en valeur une démarche de progrès et d'encourager les collectivités à se lancer, à mettre le pied à l'étrier finalement dans une démarche qui soit plus dans l'amélioration continue par rapport à ce qu'elles font déjà et faire en sorte de faire perdurer dans le temps des actions en faveur de la biodiversité, puisque la reconnaissance dure 3 ans, mais évidemment, l'idée, c'est que les collectivités recandidatent au terme de la durée de cette reconnaissance. Donc, nous, on les accompagne vers toujours plus d'ambition, entre guillemets, pour lancer des actions en faveur de la biodiversité, même si le niveau de départ n'est pas un critère pour devenir territoire engagé pour la nature, c'est vraiment la démarche de progrès et le fait qu'il y ait des actions concrètes qui soient traduites dans ces projets territoire engagé pour la nature qui sont les critères les plus importants. Autour des sujets qui nous rassemblent aujourd'hui, on retrouve parmi les territoires engagés pour la nature qui doivent déposer donc un programme d'action de 3 actions, un certain nombre d'actions qui relèvent de la transition agroécologique. Hier, nous étions ensemble avec l'OFB justement pour un atelier d'échange d'expériences autour de ces actions et de ce type d'action. Et on a pu entendre une collectivité qui avait installé une chèvrerie sur sa commune pour pouvoir élaborer un plan de gestion en faveur des milieux ouverts et maintenir ces milieux ouverts. On a aussi des collectivités qui ont pu témoigner de l'installation de maraîchers bio et de l'installation de parcelles en agroforesterie sur leur territoire pour essayer notamment, comme finalité, de maintenir des corridors écologiques. On a aussi des collectivités qui nous ont montré qu'elles voulaient installer un PAEN, donc c'est périmètre de protection renforcée des espaces agricoles et naturels, de façon là aussi à pouvoir maintenir l'activité agricole bien sûr, mais également
les corridors écologiques de façon à favoriser le déplacement des espèces. Donc, il y a comme ça, dans Territoire engagé pour la nature, beaucoup de types d'actions, en plus des actions, par exemple, de nature en ville, des actions d'extinction de l'éclairage public pour la biodiversité nocturne, ou encore de planification et de structuration au niveau des documents d'urbanisme de tout ce qui va être, je le disais, corridor écologique ou réservoir biologique, qui font partie donc du programme d'action Territoire engagé pour la nature. Pour nous, l'idée, c'est aussi que ces démarches de progrès fassent boule de neige, fassent tache d'huile dans les territoires et que les actions des communes qui se lancent inspirent d'autres collectivités et qu'on puisse accompagner sur le long terme tout type de commune qui veut s'engager. Ce dispositif, en fait, il est accessible à tous. Et ce qu'a voulu le comité de pilotage, c'est vraiment que tout type de collectivité, donc commune ou intercommunalité, puisse se lancer là-dedans, que ce soit des toutes petites collectivités comme des grosses collectivités. On a des communes qui font autour de 50 habitants, comme la métropole de Toulouse, qui a peut être territoire engagé pour la nature. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment que ce soit accessible à tous et que chacun puisse, avec ses compétences, mettre en place des démarches de progrès en faveur de la biodiversité. Donc, en Occitanie, il y a 77 collectivités qui sont engagées dans Territoire engagé pour la nature et qui font partie du club des TEN. Ce sont les lauréats TEN. Pour autant, on a un réseau qui est un petit peu plus large, c'est-à-dire qu'on a 120 collectivités qui font partie du réseau Territoire engagé pour la nature, qui ont déjà candidaté et qui ont pu être reconduits, ou qui n'ont pas souhaité renouveler la candidature pour l'instant, souhaitant donc finir leur premier programme d'action avant de se lancer dans un second. Donc, on a 120 collectivités qui font partie de ce réseau qui leur amène donc pour les candidats et donc ce réseau TEN un accès à des informations, un flash info, à des webinaires de type conférence comme celui d'aujourd'hui. Et puis pour ceux qui sont lauréats, à une valorisation. Par exemple, on a pu mettre en valeur certaines actions de collectivités au Congrès mondial de la nature, aux Assises nationales de la biodiversité ou encore au Congrès des maires. On fait des fiches retour d'expérience qu'on essaie de diffuser largement. Et puis, il y a ces ateliers d'échange d'expériences qui permettent aux collectivités de se rencontrer, de se mettre en relation, de s'inspirer les unes les autres. Et c'est ce qui fait aussi la valeur ajoutée d'intégrer ce club des thèmes. Alors, aujourd'hui, les candidatures sont encore ouvertes, mais pour peu de temps. Donc, je vous encourage, si vous êtes prêts, mûrs, je sais qu'il y a pas mal de collectivités qui sont déjà TEN et qui ne sont pas encore dans une optique de recandidater, qui ont encore un peu de temps parmi vous, mais jusqu'au 7 juillet, vous pouvez aller sur la plateforme TEN nationale, cliquer sur Occitanie et puis vous connecter à l'outil démarche simplifiée pour déposer en ligne une candidature. Si toutefois, vous ne l'avez pas fait ou jamais fait, vous verrez, il y a un questionnaire d'une trentaine de questions à remplir, puis ensuite 3 actions à décrire. Si vous avez déjà été TEN, la candidature est allégée, c'est-à-dire que le questionnaire de 30 questions n'est pas à re-remplir. Il suffit de mettre à jour les 3 actions et de rédiger un petit argumentaire montrant bien qu'il y a là une démarche de progrès dans les 3 nouvelles actions. Donc voilà, c'est ouvert encore jusqu'au 7 juillet et on vous encourage à rentrer dans le club des TEN si vous ne l'avez pas déjà fait, puisque sur le thème de l'agroécologie, il y a aussi beaucoup d'actions à mettre en lien avec la biodiversité. Voilà. Merci beaucoup, Cécile, pour cette présentation pour TEN. Je vais passer la parole à Bénédicte de l'ARB Occitanie qui va vous présenter la cartographie. Oui, merci Delphine. Bonjour à tous. Alors, je vais également partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez l'écran? C'est bon? Oui. Voilà, donc je vais vous présenter un travail qu'on a réalisé l'année dernière, parce qu'on s'est interrogé voilà, sur ce que pouvait être la transition agroécologique en Occitanie, et on avait besoin pour ça de faire un peu un panorama des acteurs pour voir un peu qui intervenaient, notamment autour
autour des agriculteurs, puisque donc c'est bien la cible qu'on vise à travers ces actions. Agriculteurs ou collectifs d'agriculteurs, hein, parce qu'ils sont aussi, ils peuvent être regroupés sous forme de collectifs, par exemple au travers de les GI2E, donc les groupements d'intérêt économiques environnementaux, ou ce qu'on appelle les groupes 30 000 ou les fermes défis. Et on se rend compte qu'autour des agriculteurs et de leurs collectifs, il y a énormément d'acteurs qui interviennent de diverses manières. Il y a effectivement tous les acteurs d'ordre institutionnel, donc ça va de l'Europe en passant par l'État et ses établissements publics jusqu'aux collectivités territoriales. On va avoir aussi tout le secteur de la recherche et de l'enseignement public, que ce soit à travers différentes plateformes ou instituts, mais aussi tout le réseau des lycées agricoles. On a bien entendu les acteurs agricoles proprement dit, que ce soit des acteurs d'ordre plutôt de fédération ou des acteurs qui accompagnent les agriculteurs. On va rentrer un peu dans le détail après. On a effectivement aussi tout ce qui est acteur économique, que ça soit en amont de l'activité de l'exploitation agricole pour tout ce qui va être fourniture, intrants et autres, ou que ça soit à l'aval pour tout ce qui est la phase de transformation et de commercialisation. Et puis aussi tout ce qui est lié plutôt au système de qualité qui peut exister dans les différentes filières de reconnaissance des produits. Et enfin, il y a aussi la population, le citoyen en tant que consommateur qui plus ou moins directement, on peut intervenir auprès des agriculteurs. Donc, au niveau des acteurs plus du monde agricole, alors c'est pas totalement exhaustif, hein, on a essayé d'identifier les principaux types de structures qui peuvent intervenir, mais on garantit pas du tout l'exhaustivité, sachant qu'il y a vraiment des grandes différences. On s'est rendu compte d'un département à l'autre, et puis donc même infra-département, localement, il peut y avoir des groupes, des associations, des structures qui vont pas forcément exister sur un autre territoire ou dans un autre département. Sur un plan plus institutionnel, donc on le verra ensuite, il y a les chambres d'agriculture, la chambre régionale d'agriculture Occitanie et puis les chambres départementales qui sont là aussi pour apporter du conseil et accompagner les agriculteurs. Il y a aussi d'autres structures comme par exemple les CIVAM ou des associations type ADAR qui peuvent les accompagner. Il y a les groupements d'agriculture biologique. Il y a encore en région Occitanie plusieurs ADASEA qui aussi donc sont des associations qui interviennent auprès des agriculteurs. Et puis il y a tout le volet aussi des syndicats agricoles qui sont là pour également les accompagner. Mais les agriculteurs peuvent aussi être accompagnés par d'autres types de structures, pas forcément issues du monde agricole directement, mais plutôt les acteurs naturalistes, que ce soit des associations ou des conservatoires, qui bien souvent, puisque l'espace agricole accueille également et puis est en interaction très forte avec la biodiversité, donc bien souvent ces acteurs travaillent aussi en lien avec les agriculteurs et les accompagnent également de leurs projets. Donc ça peut être par exemple le conservatoire d'espaces naturels, les conservatoires botaniques, les associations d'arbres et de haies champêtres, les parcs naturels régionaux. On va retrouver aussi la Frodon autour de tout ce qui est la thématique phytosanitaire ou bien les opérateurs dans les sites Natura 2000. Et puis les acteurs économiques, dont je l'ai dit, notamment à travers les coopératives et tout le réseau de la coopération agricole, qui est aussi est là en appui et en accompagnement des activités des exploitants. Et puis la population, donc les citoyens, consommateurs, qui peuvent aussi intervenir dans tout ce qui va être, par exemple, vente directe ou par le biais de la constitution, par exemple, d'AMAP, pour justement cette vente et cet achat direct auprès des agriculteurs de la production agricole. Une petite diapo aussi pour montrer que les modes d'intervention de ces différents acteurs peuvent être assez différentes. Ça va de l'acquisition de la connaissance, de l'innovation, donc notamment à travers la recherche et l'enseignement public. Bien souvent, les agriculteurs sont aussi des terrains, les exploitations agricoles sont vraiment des terrains d'expérimentation pour toutes ces structures, notamment de recherche.
Les, tout ce qui va être acteur du monde agricole, donc, ils interviennent à travers à la fois de l'expertise technique qui peut être apportée directement ou indirectement, et aussi à travers l'animation de réseau, ou encore de la sensibilisation, du conseil, de l'appui technique, du suivi sur les exploitations agricoles par rapport aux pratiques notamment qui sont déployés. Ce que peut aussi faire les acteurs plus naturalistes, avec donc une entrée aussi sur les milieux naturels et la biodiversité. Et puis les acteurs économiques, que ce soit à travers donc, tout ce que je disais, fourniture amont, mais aussi élaboration de cahiers des charges, notamment dans le cadre des filières de qualité. Voilà, donc c'est un peu les grandes lignes d'un peu de sans garantie d'exhaustivité non plus, parce que, comme je le disais, il y a des différences et des disparités à l'échelle des territoires. Voilà un petit peu. Donc, on voit que les agriculteurs sont loin d'être seuls et qu'il y a vraiment un très grand panel d'acteurs qui interviennent et qui les accompagnent, et donc vers qui on peut aussi s'adresser pour les mobiliser ou pour informer ou sensibiliser sur les projets des collectivités. Merci beaucoup, Bénédicte. D'ailleurs, on voit sur le chat que une remarque, on nous indique à noter qu'il faut regarder aussi du côté de l'association Paysans de Nature. Voilà. Donc des compléments pour la cartographie des acteurs. N'hésitez pas, je le rappelle, à mettre au fil de l'eau vos questions sur le chat. Il y aura un petit temps d'échange après l'intervention de Lise qui va intervenir maintenant, donc Lise Ardouin-Laporte-Rioux, qui intervient pour la Chambre d'agriculture, la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie. Merci Delphine. Donc bonjour à tous et à toutes. Je vais partager également mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, pas de souci, ça fonctionne. Et est-ce que là, du coup, vous l'avez en plein écran? Oui, on l'a en plein écran. Parfait. Donc, bonjour à tous et à toutes. Lise Ardouin-Laporte-Rioux. Alors, moi, je suis chargée de mission protection des cultures à la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie. Donc, je ne suis pas la chargée de mission surveillance biologique du territoire et biodiversité, qui est ma collègue Maëlys Lachaussée, que j'excuse, elle ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Donc, c'est sa présentation. Donc, je vais représenter la Chambre et je vais au moins vous présenter les missions et ce que l'on fait dans le cadre de la biodiversité au sein du réseau. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas et j'essaierai d'y répondre. Et si je ne peux pas, au pire, je les prendrai en note et ma collègue vous répondra plus tard. Donc, je vais rapidement vous présenter ce qu'est une chambre d'agriculture, ses missions, les différentes échelles qu'il y a en France et ensuite donc les enjeux de biodiversité dans l'espace agricole et l'accompagnement que nous proposons à la chambre régionale. Donc d'abord, qu'est-ce qu'une chambre d'agriculture? Donc il faut savoir qu'à la base, une chambre d'agriculture est un organisme public, donc nous sommes mandatés par l'État, sous tutelle de l'État. Mais nous sommes également un organisme consulaire de droit privé. Donc, nous avons un conseil d'administration qui est composé par des élus, donc qui sont élus des agriculteurs et agricultrices, avec donc des élections liées aux syndicats majoritaires du département, de la région et également à l'échelle nationale. Nous avons des textes réglementaires qui organise ces élections et son fonctionnement, ce qui fait que chaque chambre a également un peu son individualité dans le sens où en fonction du syndicat qui est majoritaire, elle peut avoir des orientations politiques et donc des plans d'action qui peuvent être légèrement différents. En France, donc cela représente 8200 collaborateurs, 750 millions d'euros de budget, 103 établissements, 4000 élus. Comme vous le savez, il y a 13 régions, donc 13 chambres régionales et la Chambre d'agriculture France, qui auparavant s'appelait l'APCA, parce que c'était l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et récemment qui ont pris le nom de Chambre d'agriculture France, et donc 89 départements. Alors, bon, tout à l'heure, Bénédicte, elle a déjà un peu dit, donc ça va être une redite, donc je vais passer très vite. Les chambres d'agriculture, nous avons une double mission. Une première mission qui est la mission consultative,
Donc, étant donné que notre conseil d'administration est composé d'agriculteurs et d'agricultrices, nous sommes les porte-parole des intérêts du monde agricole et rural auprès de l'État, des collectivités, vu que nous sommes en lien direct avec le ministère de l'Agriculture. C'est donc nous qui, dans nos missions en tout cas, faisons remonter toutes les demandes et attentes. Et donc, comme elle l'a dit, nous avons également une mission d'intervention en tant qu'experts, conseillers, formateurs, recherche et développement. Donc, nous accompagnons le développement agricole auprès des agriculteurs, forestiers, collectivités, entreprises agroalimentaires. Donc, cela passe par du conseil individuel, du conseil collectif, de l'animation de groupe, défis, GI2E, 30 000, comme l'a dit tout à l'heure Bénédicte, également de la gestion de projets, structuration de filières, accompagnement de création de coopératives, d'intervention territoriale. Nos missions sont vraiment très larges, que ce soit donc agricole, forestier, mais également à des échelles plus territoriales. Donc, il y a des chambres d'agriculture en département qui, elles, ont un service de proximité ancré dans les territoires. Donc, elles, leur mission est l'accompagnement des agriculteurs par le conseil, la formation, la recherche et développement. Une représentation de la profession agricole au niveau départemental et en lien notamment avec les DDT départementales, les conseils départementaux, les maires, les comités de communes, etc. Les départements, comme vous le savez, sont rassemblés en régions. Donc, il y a des chambres d'agriculture régionales qui, elles, sont des unités de concertation et de partage. Leurs missions sont la coordination des actions communes menées entre les chambres départementales, être également centre de ressources et de stratégies dans les domaines techniques, d'innovation, recherche, développement et de politique publique. Et bien entendu, de représenter le monde agricole auprès de la DRAF, donc qui est l'échelle régionale, entre guillemets, hein, de la DDT comme la DREAL, et auprès du conseil régional. Et donc au-dessus, il y a la Chambre d'agriculture France qui, elle, est située à Paris, qui est tête de réseau et qui a à peu près les mêmes missions que la Chambre régionale à l'échelle nationale. Donc elle coordonne les régions, elle est centre de ressources et de stratégie, elle rassemble toutes les données, le partage d'informations et nous aide à nous mettre en relation pour la mutualisation des compétences. Donc les enjeux de biodiversité dans l'espace agricole. Donc ce qu'il faut tout d'abord savoir, c'est que les agriculteurs sont des gestionnaire de l'espace, étant donné que 45% du territoire d'Occitanie est occupé par l'agriculture. Pourtant, les agriculteurs travaillent donc à une échelle de l'exploitation et non pas du paysage, ce qui est pourtant, comme le dirait ma collègue, la bonne échelle pour étudier la biodiversité. À l'échelle d'un paysage agricole, donc, on retrouve différents types de biodiversité que l'on voit donc sur la figure de droite. Donc, il y a la biodiversité planifiée, qui est la biodiversité domestique. C'est celle que choisit en gros l'agriculteur. Ça va être les plantes qu'il cultive, les animaux qu'il élève. Et en parallèle de cette biodiversité planifiée, il y a la biodiversité associée, qui, elle, correspond en gros à la biodiversité sauvage, celle qui s'installe naturellement et qui se maintient donc dans l'écosystème agricole. Et cette biodiversité associée peut être fonctionnelle, donc ça va, comme représenté sur le schéma, ça peut être par exemple les vers de terre du sol. Elle peut être neutre, comme des oiseaux qui vont passer et qui ne vont pas forcément avoir d'impact à l'échelle de la parcelle. Et certaines vont être non souhaitées, et dans ces cas-là, les agriculteurs vont par exemple les appeler nuisibles. Donc là, par exemple, vous avez représenté la limace, qui peut être une réelle problématique sur certaines cultures comme le tournesol. Voilà. Donc l'espace agricole, donc c'est bien entendu un espace dédié à la production, donc la production alimentaire, production elle-même basée sur des services rendus par la nature. Et donc l'espace agricole, on y retrouve dedans une forte présence de la biodiversité ordinaire, donc c'est-à-dire les espèces communes à toutes les échelles jusqu'à l'échelle nationale. La biodiversité est le support de la production agricole, ce qui sous-tend qu'il faut qu'il y ait un équilibre qui est à la fois nécessaire et indispensable entre biodiversité et activité humaine. Mais pourtant, les relations peuvent être complexes.
Donc, ma collègue avait fait un petit schéma pour vous illustrer ça. Je vais essayer de vous le présenter. En gros, l'agriculture va modifier donc les espaces et elle va ainsi exercer une pression sur la biodiversité de par ses pratiques, mais qui, d'un autre côté, va être également le support de cette biodiversité ordinaire. En gérant l'espace de production, donc par exemple, c'est le cas des IAE, des infrastructures agroécologiques, qui sont attenantes aux parcelles et qui du coup sont le support de cette biodiversité ordinaire. Il y a également du coup la biodiversité qui rentre en compétition avec l'agriculture et qui, elle, va s'exprimer par des effets non désirés. Mais c'est aussi la biodiversité qui rend des services variés sur lesquels s'appuie la production agricole. Donc toute la problématique, c'est de trouver un équilibre pour ne pas faciliter une composante au détriment d'une autre. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans les chambres d'agriculture, il y a des conseillers qui sont au contact des agriculteurs et des agricultrices, donc ce sont leurs interlocuteurs généralement prioritaires qui représentent la profession et qui permet de faire un pont. Et surtout, il y a un réseau de conseillers biodiversité dans toute la région. Ma collègue Maëlys, typiquement, est en train de mettre en place un groupe métier qui sera animé donc par la chambre régionale, qui a pour objectif de fédérer les conseillers et conseillères entre eux, de façon à travailler certains aspects en fonction des besoins et des demandes. Et donc, elle insiste sur la nécessité absolue d'informer et de travailler avec les agriculteurs et agricultrices dans le cadre des ABC, quelle que soit la structure intermédiaire, même si ce n'est pas par nous que vous passez, que ce soit par les COP, les associations, les GAB ou quoi que ce soit, il faut créer du lien, c'est très important. Voilà, moi j'en ai terminé là. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Et si vous avez encore d'autres, je peux y répondre. Sinon, je prendrai note et je transmettrai à ma collègue donc Maëlys Lachaussée, qui est chargée de mission surveillance biologique du territoire et biodiversité. Merci beaucoup, Lise. Et ben peut-être, avant d'aller plus loin, une petite question. On a quelques minutes là pour prendre quelques questions. Je vois que sur le chat, on nous demande quel type de formation environnementale possèdent les techniciens de la Chambre. Alors, c'est très varié. Alors, c'est vraiment très varié, ça dépend. Alors, il y a des ingénieurs agronomes, il y a des ingénieurs enviro, il y en a qui ont fait des masters en biodiversité, c'est le master BOP qu'il y a à la fac. Enfin, c'est vraiment très diversifié là pour le coup. Je ne veux pas tous vous les lister, je vais très certainement en oublier. Non, mais ça donne déjà une idée en tout cas. Moi, je voulais juste rebondir sur une chose que tu as évoquée à la fin, au-delà du fait que c'est effectivement important de se mettre en contact avec les structures qui se font le relais auprès des agriculteurs. C'est surtout, nous on a pu le voir et je pense que ça va être abordé dans les 2 retours d'expérience qu'on va entendre dans la suite, c'est que ça permet à ce que ça fonctionne mieux. C'est-à-dire que moi, j'ai un retour d'expérience en tête d'une collectivité qui a développé un partenariat avec une coopérative agricole et elle avait fait un test en essayant de toucher les agriculteurs directement et elle avait réussi à avoir 1 ou 2 personnes pour faire des diagnostics agricoles et de la formation autour des enjeux biodiversité. Et via la coopérative agricole, elle a réussi à atteindre une dizaine d'agriculteurs en faisant la formation et l'intervention dans les locaux de la coopérative agricole. Donc, on voit quand même que dans les retours d'expérience qu'on nous fait remonter, en passant par les techniciens et les structures qui sont au contact au quotidien des agriculteurs, on voit que la mobilisation, la sensibilisation, enfin en tout cas l'information circule mieux et ça porte souvent ses fruits. Voilà, moi je voulais juste répondre à une question en direct qui a été posée un peu plus en amont quand je parlais des ABC, une personne qui a évoqué la problématique du coût des ABC, notamment pour les petites communes. Donc peut-être de repréciser que dans le cadre de l'appel à projet OFB, donc l'OFB peut financer un projet ABC à hauteur de 80%, ce qui reste quand même 20% à la charge de la commune. Et j'ai tout à fait conscience que
enfin, on a tout à fait conscience que ça reste quand même une charge lourde. Peut-être de vous dire, mais ça, je pourrais vous le repréciser pour ceux que ça intéresse par mail. Enfin, les communes peuvent, dans les 20%, valoriser des actions de communication, aussi des postes qui sont dédiés à l'ABC peuvent être également valorisés dans les 20% de participation de la collectivité au projet, mais il faut que le poste soit entièrement, que ce soit un CDD, un service civique ou un stage, il faut que le poste soit entièrement dédié à l'ABC, ainsi que tous les déplacements, les frais de déplacement. Enfin voilà, il y a quand même ces options-là aussi en termes d'implication financière de la commune sur son projet ABC à avoir en tête. Voilà, je voulais juste préciser cela. Alors, je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Bah, écoutez, on va pouvoir continuer. Donc, on va pouvoir continuer avec les retours d'expérience concrets. Hein. Merci aux 3 premières intervenantes pour vos interventions. On va enchaîner donc avec la communauté de communes Porte d'Ariège-Pyrénées. Alors, je ne sais plus si c'est Oriane ou Pauline qui prennent enfin, dans quel sens vous êtes organisés. Donc, je vous laisse la parole pour ce retour d'expérience et on aura un temps d'échange avec les participants juste après. Alors, attendez, je regarde juste. Voilà. Je vous laisse la parole. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, moi, je suis Oriane Vézian, je suis chargée de mission transition écologique et agriculture à la communauté de communes Porte d'Ariège-Pyrénées. Donc, on a lancé un atlas de la biodiversité communale sur le territoire de la communauté de communes de 2021 jusqu'à fin 2023. Ça a concrètement commencé en 2022. Donc, nous avons tout un plan d'action envers les agriculteurs, entre autres, mais aussi auprès d'autres acteurs. On peut peut-être passer la suivante, Pauline. Donc, le territoire, pour vous le présenter rapidement, se situe en Ariège, au sud de Toulouse. Nous, on est sur la partie nord du département. On est plutôt sur de la plaine et des coteaux, avec 34 communes, avec une commune urbaine centre, c'est Pamiers, et puis 2 autres communes périphériques, Mazères et Saint-Verdun. On a 39 000 habitants, ça représente 26% de la population du département. Voilà pour la présentation du territoire. L'ABC biodiversité a 2 volets. Donc, le premier volet, c'est l'amélioration des connaissances, avec une première action sur l'amélioration des connaissances sur les cortèges d'espèces, et notamment les pollinisateurs, mais aussi les plantes musicoles, qui sont présents dans les biotopes de plaine et de coteaux. La deuxième action, c'est pour améliorer les connaissances de l'impact de la pollution lumineuse sur les chiroptères, les chauves-souris, et les insectes qui utilisent les corridors écologiques à proximité des milieux naturels, des milieux agricoles, et notamment les haies éclairées. Et le deuxième volet de l'ABC, c'est valoriser et sensibiliser les acteurs locaux et le grand public sur cette thématique-là. Oui. Je me permets de vous interrompre. Il y a un écho. Peut-être si vous pouvez vous rapprocher un tout petit peu du micro. On entend une sorte d'écho. Voilà. Merci. Est-ce que c'est mieux comme ça? Un peu plus. Sinon, je vais laisser Pauline présente et si c'est pas agréable, parce que je ne sais pas comment faire. Peut-être avec le casque. J'essaye avec le casque. Oui, on peut peut-être prendre quelques minutes pour faire ça parce qu'il y a une sorte d'écho, comme si le son était un peu haché. De mon côté, je n'ai pas cet écho, je l'entends très bien. Ah, alors peut-être c'est que moi. Est-ce que les autres ont l'écho? Moi, j'ai l'écho aussi. Ah mince. Ça a l'air mieux là, quand même. Ah. Est-ce qu'avec le casque, c'est mieux? Vous m'entendez? Ouais. Vous m'entendez bien? C'est beaucoup mieux. Alors, donc le deuxième volet, c'est tout ce qui concerne la valorisation et la sensibilisation des acteurs locaux et du grand public, avec 2 actions. Une action pour intégrer la population au projet, avec plusieurs animations prévues sur les pollinisateurs et les plantes messicoles, et aussi la présentation d'inventaires participatifs à l'échelle de la communauté de communes. Donc là, il y a eu plusieurs interventions dans les écoles auprès des enfants pour leur présenter ces outils.
Et la quatrième action, donc on va développer aujourd'hui, c'est tout ce qui est formation, sensibilisation et accompagnement des acteurs du territoire. Donc, on a fait une première action de formation auprès des agents des espaces verts des communes. Voilà, on a eu un succès puisqu'il y avait 35 participants. Et donc, voilà, l'autre public, c'est les agriculteurs. Donc l'ABC, je te laisse présenter, Pauline, peut-être, cette carte-là. Oui, très bien. Bonjour à tous, Pauline Levenard de l'ANA Seine-Ariège, le conservatoire d'espaces naturels. Donc, on est partenaire technique dans ce projet. Donc, on s'est centré sur plusieurs parcelles où nous avons fait donc les recherches des agriculteurs qui souhaitaient bien participer à ce projet où on avait l'autorisation pour réaliser ces inventaires. Donc, nous avons pu travailler sur 8 secteurs. Donc, on a fait le choix d'essayer de répartir un peu les secteurs donc à l'échelle de la Comcom et également d'utiliser de travailler sur des parcelles en plaine et également en coteau, où on a des enjeux différents. En coteau, on va plus avoir d'IAE, d'infrastructures agroécologiques, ou en plaine, ça sera un peu plus rare. Donc, on voulait essayer d'évaluer un peu tout type de milieu et pour permettre de présenter tout ça ensuite aux agriculteurs. Donc cet inventaire, cet ABC a débuté l'an dernier avec les inventaires naturalistes où nous avons travaillé sur 6 groupes taxonomiques, les papillons, libellules, plantes messicoles, chauves-souris, abeilles, cirques, je crois que je n'en oublie pas. Et l'objectif, comme l'a dit Oriane, c'était donc de sensibiliser et présenter un peu la richesse qu'il peut y avoir sur ce secteur qui est aujourd'hui peu étudié, surtout sur des parcelles céréalières. Voilà, nous avons plus de facilité à travailler sur des parcelles auprès d'exploitants éleveurs que céréaliers. Donc, l'idée, c'était pas de réaliser des inventaires directement sur les parcelles, hein, mais de valoriser principalement les infrastructures agroécologiques, notamment pour éviter de ne pas stigmatiser l'agriculture en conventionnel, en bio, en raisonné, mais simplement montrer la richesse qu'il peut y avoir tout autour de leurs parcelles et débuter un peu un partenariat avec eux, essayer d'avoir une petite approche avec ce monde-là et gagner confiance avec ce public pour, on l'espère, travailler un peu plus avec eux par la suite. Donc, quelques résultats très rapidement. Donc, on a eu pas mal de richesses. Hein. On a eu, malgré une année catastrophique pour les inventaires naturalistes l'an dernier, avec la sécheresse et la canicule, ça ne volait pas beaucoup. Donc, on a quand même eu 187 espèces d'abeilles sauvages, donc des espèces très rares. On ne s'attendait pas du tout à les voir sur ces sites-là. 46 espèces de papillons, malgré des fauches et des plantes qui ont cramé très, très tôt. Notamment, c'était le même cas, on a quand même réussi à avoir 35 espèces de plantes messicoles, donc les plantes qui poussent avec les moissons. Malgré les moissons très précoces, voilà, ça a été un peu aussi la difficulté de réaliser un inventaire sur une année, donc c'est pas un inventaire exhaustif. 53 espèces de cirques et 41 espèces de libellules. Donc, on a eu ça, c'est 41 espèces, pardon, je me suis trompée dans le chiffre, c'est les données connues sur la communauté de communes, sinon nous avons eu seulement 12 espèces l'an dernier. Les cours d'eau étaient à sec. Voilà, donc le planning sur 2021-2022, on a essayé de débuter au plus tôt les inventaires pour pouvoir ensuite sensibiliser, valoriser les résultats auprès du grand public et principalement, donc là, je m'attarde plus sur le volet agriculteur, présenter un peu les résultats auprès des agriculteurs. Donc, on a participé à quelques formations et on a un projet, un partenariat également avec la Chambre d'agriculture que l'on vous présentera par la suite. Donc, quelques résultats qui, on l'espère, permettra de sensibiliser agriculteurs et élus. Donc là, nous avons fait de la modélisation sur GraphApp avec donc le déplacement du bourdon terrestre. On a choisi cette espèce parce qu'elle a un déplacement assez important. On peut dire que c'est une espèce parapluie, donc qui nous permet de recouvrir toutes les autres espèces. C'est-à-dire que là, si on s'approche sur la carte, on peut voir des corridors. Donc là,
les corridors de déplacement du bourdon terrestre, des corridors qui ne sont pas forcément existants. Et donc, ça serait des préconisations afin de relier les réservoirs de vie de cette espèce, qui sont les prairies permanentes, éventuellement temporaires, les bords de prairies, de champs cultivés, de chemins, etc. Donc là, cette carte-là a pour objectif vraiment d'accompagner les agriculteurs et les élus du territoire. Alors, je vais essayer d'arriver sur ma carte interactive pour vous présenter un peu si ça marche. Voilà. Donc là, c'est un peu plus concret. Si vous arrivez à voir, donc on a simplifié cette cartographie à destination de eux pour leur donner une idée de où il serait nécessaire de créer ou renforcer une haie pour améliorer donc, le cortège de pollinisateurs sur leur parcelle. Alors, pardon, je tente de revenir sur la présentation. C'est bon. Chaque agriculteur bénéficiera d'un compte-rendu sur sa parcelle avec la cartographie et des préconisations d'action. Donc, pour mener ces actions de sensibilisation auprès des agriculteurs, on ne se voyait pas mener ces actions sans un partenariat avec la Chambre d'agriculture de l'Ariège. Donc, on a proposé de travailler avec eux, de monter ensemble une convention, avec pour objectif d'organiser ensemble des événements sur le thème des pollinisateurs à destination des agriculteurs du territoire dans le cadre de cette ABC. Et cette convention a été signée hier, d'ailleurs. Vous voyez sur la photo les deux élus signataires, c'est les deux vice-présidents, celui de la Chambre d'agriculture et celui en charge de la transition écologique. Le but de cette convention, donc de ce projet, c'est de pouvoir offrir aux agriculteurs la possibilité de découvrir et de reconnaître les principaux groupes d'abeilles, les autres pollinisateurs, connaître les cycles de vie et les zones de nidification potentielles. Donc mieux les connaître pour mieux les protéger, et les préserver et les favoriser. Comprendre aussi les causes de l'effondrement du vivant, notamment leur déclin, pour essayer d'endiguer. Et sensibiliser les agriculteurs au rôle essentiel de ces agents dans l'équilibre des écosystèmes et aussi aux bénéfices que ça peut leur apporter sur leur exploitation. Alors, les actions envisagées, donc il y en a plusieurs qui ont été proposées et qui sont en cours, c'est notamment la rédaction de fiches techniques sur les pollinisateurs à l'attention des agriculteurs. On vous montrera une illustration juste après. L'organisation d'une formation sur les modes de gestion qui sont favorables pour les pollinisateurs, donc le public serait les agriculteurs du territoire. Des séances de sensibilisation sur les pollinisateurs lors de journées techniques. La Chambre organise énormément de journées techniques sur différents thèmes. Donc, c'est pouvoir intégrer cette thématique lors de ces journées. Et aussi des formations ou des séances dans le cadre du groupement d'intérêt économique et environnemental, comme le GI2E Happy Agri, qui est en cours de création là, sur l'Ariège. Et puis, nous avons aussi proposé au lycée agricole un partenariat pour présenter ce projet, les résultats de l'ABC et ses documents techniques aux professeurs et aux élèves du lycée agricole. Ensuite, l'objectif est de valoriser tout ce travail à travers les outils de communication dont on dispose, donc rédiger des articles et les diffuser. Donc des articles sur les pollinisateurs, des articles assez techniques, et les diffuser dans le journal, par exemple, Terre d'Ariège, qui est très très lu par les agriculteurs, sur les réseaux sociaux, parce que la chargée de mission à la Chambre d'agriculture de l'Ariège, Manuel Ponce, qui s'excuse de ne pas être présente aujourd'hui, diffuse pas mal de contenu, aussi sur Facebook notamment, et elle est suivie, et les newsletters de la Chambre. Alors, nous souhaitons lancer un programme de formation, du coup, à l'attention des agriculteurs sur ces thématiques en septembre, en partenariat avec la Chambre, mais également le lycée agricole, puisque ça se déroulerait sur l'exploitation, enfin, au sein du lycée agricole, dans les salles, puis une visite de terrain sur l'exploitation. Parce que sur leur exploitation, il y a
tout ce qu'on veut montrer, des haies, des mares, différents types de cultures. Le principe, ça serait un début de matinée en salle où on présenterait l'ABC, biodiversité, les premiers résultats, et puis quelques informations sur les pollinisateurs, comment les reconnaître, leur rôle, leur importance. Les fiches techniques agricoles qu'on est en train de finaliser, on va le présenter juste après. Et puis aussi les aides techniques et financières sur les IAE dont peuvent bénéficier les agriculteurs. En fin de matinée, on souhaiterait les emmener sur le terrain et avoir le retour d'un agriculteur sur la gestion de ces IAE. Et voilà, avec l'informateur en agroécologie et la technicienne biodiversité de la Chambre qui serait présente sur le terrain pour accompagner cette formation. Et après, à 13h, on peut penser à un repas tous ensemble pour échanger autour d'un bon repas sur les produits du terroir. Sur les photos là, que vous voyez, celle en bas à gauche, c'est le lancement de l'ABC Biodiversité qu'on a fait dans une exploitation agricole chez Olivier Portefeuille, un agriculteur bio du territoire. Voilà, on était déjà un premier pas chez les agriculteurs et la photo bio. On avait été invité par la Chambre d'agriculture lors d'une journée technique sur les sols. Donc, on est venu leur présenter l'ABC, aller à la rencontre des agriculteurs, tâter un peu le terrain pour leur demander leurs attentes sur ces thématiques. Voilà. Alors, Pauline, je te laisse présenter la pochette et les fiches techniques. On est en train de finaliser. Très rapidement, pour vous illustrer un peu le rendu, donc là, nous travaillons encore en partenariat avec la Chambre d'agriculture qui nous aide beaucoup, notamment sur les chiffres, pour donc rédiger des fiches techniques à destination des agriculteurs. Donc, ces fiches ont pour objectif de leur présenter les résultats de l'ABC et bien sûr de la bibliographie qui donne donc les bénéfices pour les exploitations et les pollinisateurs. Là, on vous a mis l'exemple de la fiche technique sur les haies, mais il y en a également une sur les bandes enherbées et sur les couverts. Je ne sais plus exactement. Je ne vais pas m'avancer. Donc, c'est une stagiaire chez nous qui a travaillé dessus. Donc, par exemple, pour les haies, pour vous donner quelques chiffres que vous pouvez avoir sur le schéma au milieu, on essaie vraiment de montrer l'intérêt que ça a. Et donc, un exemple, la valorisation énergétique, l'exploitation du bois pour le chauffage, les plaquettes. Dans certains secteurs, ça fonctionne très bien comme dans le Gers. Aujourd'hui, on va essayer de le valoriser. La Chambre d'agriculture travaille également là-dessus. Donc, voilà, essayer de mettre des chiffres bien en avant et pour ça, on demande également l'avis des agriculteurs qui ont participé à ce projet pour savoir si c'est pertinent et en croisant les doigts, en espérant que ça soit utile et lu par les agriculteurs. Voilà, donc je passe très rapidement. Hein. Là, c'était quelques résultats sur encore cette plaquette et ces fameuses fiches techniques. Donc, les programmes de sciences participatives, comme on l'a dit, on va travailler avec le lycée agricole, d'autant plus qu'ils ont participé également à l'Atlas de la biodiversité. Donc là, nous avons prévu une présentation en plénière afin de savoir comment ils puissent intégrer des sciences participatives. Alors, ils sont déjà très actifs là-dessus. Ils intègrent énormément la biodiversité au sein de leurs différents cursus scolaires, mais on a envie de les accompagner pour officialiser ça et les accompagner afin d'avoir des résultats, des bilans et le valoriser au niveau national comme l'Observatoire agricole de la biodiversité peut le réaliser. Donc, on a également plusieurs interventions, hein, notamment portes ouvertes du lycée où on présentera les résultats de l'ABC et également lors du conseil d'exploitation où là, nous aurons des agriculteurs du lycée. Donc, ça sera très intéressant de pouvoir leur présenter les résultats. L'observatoire donc agricole de la biodiversité, c'est vraiment quelque chose qui a été adapté de sorte à ce que ça ne prenne pas de temps aux agriculteurs et que ça soit facilement réalisable.
L'idée étant que le lycée s'inscrive dans un seul protocole, un seul suivi suffit d'être adhérent et affiché donc dans ce fameux observatoire. Et une fois qu'on est dans cet observatoire, on a des colloques, enfin des journées techniques par an qui permettent de faire des retours d'expérience, d'échanger là-dessus, d'avancer et d'être reconnu comme lycée impliqué dans la biodiversité. Voilà, pardon. Donc j'ai essayé de faire vite pour correspondre aux 15 minutes. Si vous avez des questions, je crois que c'est maintenant. Il ne faut pas hésiter. Oui, merci. On vous a mis les contacts, voilà, des différentes structures intervenant dans cet ABC. Si vous avez des questions, notamment un peu plus pointilleuses sur l'agriculture, nous avons le contact de Nolwenn Ponce qui travaille et qui nous a accompagnés donc dans ce projet. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Pauline, merci Oriane. Peut-être une première question là dans le chat qui a été posée plutôt en début de présentation. Quel est le niveau de participation, la participation des agriculteurs lors des restitutions? Ah donc, lors des restitutions, il se trouve que les restitutions, on a souhaité les faire il y a 15 jours. Et vous connaissez les conditions actuelles. Déjà de base, hein, ce n'est pas la meilleure période pour intervenir auprès des agriculteurs. Là, avec les conditions climatiques, c'était encore plus compliqué. Donc, nous n'avons pas eu de participants, hormis cette semaine où on a pu avoir quand même le chef d'exploitation du lycée agricole qui nous a beaucoup apporté pour avoir les avis sur les fiches techniques. Voilà, pour les autres agriculteurs, ils étaient en regret de ne pas pouvoir participer et souhaitent par contre être maintenus au courant et participer donc dans la période la plus calme, fin août-septembre. C'est vrai que c'est pas facile de les mobiliser en ce moment. Ils sont tous en train de moissonner ou de faire les foins. Donc, on a prévu de leur envoyer les fiches techniques par courrier pour qu'ils puissent faire des notes dessus et leur proposer une nouvelle rencontre plutôt en septembre avant de finaliser totalement les fiches et avant d'organiser cette formation pour avoir leur retour. Après, nous, le comité de pilotage de restitution, il est aussi prévu plutôt à l'automne. Donc, voilà. C'est pas facile de les mobiliser, mais on ne désespère pas d'y arriver. C'est sûr que les périodes jouent beaucoup, ça c'est certain. Peut-être ça serait intéressant que vous nous disiez quelques mots, que vous développiez un tout petit peu là-dessus sur voilà les points de levier que vous pressentez ou vous sentez qui peuvent faire que vous atteigniez plus facilement ce public-là ou que vous parveniez plus facilement à les mobiliser. Est-ce que vous avez déjà pressenti voilà, des choses qui fonctionnent mieux que d'autres, des conseils à donner un petit peu aux participants qui nous écoutent là maintenant? Oui, alors déjà pour commencer au niveau du montage du projet, quand on était en recherche donc d'autorisation pour accéder aux parcelles, certains ont été réticents et souhaitaient à ce que la Chambre d'agriculture soit associée à ce projet. C'était la condition pour participer. Voilà, donc ça a été un frein. Et ensuite, une fois la Chambre d'agriculture impliquée, c'est vrai que ils interviennent beaucoup auprès des agriculteurs, forcément. Et donc, par ce biais-là, on arrive à travailler avec les agriculteurs en s'impliquant donc dans les journées techniques que propose la Chambre d'agriculture, en s'associant aux différentes formations où, par exemple, les GI2E, ils ont un projet de GI2E, API, Agri. Et dans ce sens-là, on espère intervenir pour présenter un peu les pollinisateurs, la biodiversité sur les IAE, etc. Donc, la Chambre d'agriculture, pour nous, a été clairement très facilitateur pour intervenir auprès des agriculteurs, ainsi que les élus référents. Il y a certaines personnes ressources qui ont une bonne connaissance du territoire et qui nous ont vraiment facilement dirigés vers des agriculteurs qui souhaitaient ou qui pourraient souhaiter s'investir dans ce projet. Et peut-être préciser GI2E, Pauline, pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas l'acronyme.
Alors là, je pense que la Chambre d'agriculture pourrait répondre à ma Oui. place. Groupement d'intérêt écologique et environnemental. Merci. Oriane, vous vouliez compléter? Non, non, c'était ça que je voulais dire. C'est un programme sur plusieurs années, je crois, où il peut y avoir des moyens financiers mis en place pour mener des projets. Et il y a des groupes d'agriculteurs qui peuvent se réunir pour travailler ensemble sur cette thématique et des formations associées. J'espère dire pas trop de bêtises. Merci beaucoup pour cette précision. Peut-être juste avant de basculer sur le deuxième retour d'expérience, il y a une dernière question, je pense, plus pour vous, Pauline. Bonjour, merci pour la présentation. Pouvez-vous détailler un peu plus le fonctionnement de l'Observatoire agricole de la biodiversité? Donc, alors, je suis en pleine recherche et je dois justement prendre contact avec eux la semaine prochaine là-dessus. Mais globalement, donc, ce sont soit des agriculteurs, soit des lycéens agricoles qui s'investissent dans cet observatoire. Et l'idée étant de réaliser des sciences participatives sur différents cursus au lycée agricole. Donc, on a un protocole pour les vers de terre, pour les papillons. C'est en cours également d'élaboration d'un protocole simplifié pour les chauves-souris. Voilà, c'est un observatoire qui évolue chaque année pour intégrer plus de protocoles et avoir une idée assez générale de la biodiversité qui se trouve sur une exploitation et du rôle que a donc ces espèces-là pour les ravageurs, pour les auxiliaires, etc. Le choix des espèces ont été faits dans ce sens-là, hein, les bénéfices pour une exploitation. Donc, ce sont vraiment des protocoles simplifiés et l'objectif également est, comme toute science participative, à l'échelle nationale, de réaliser des bilans qu'ils essaient de faire annuellement, donc des bilans simplifiés pour que les agriculteurs puissent voir l'idée de leur investissement. Alors, bien sûr, ils le voient au sein de leur exploitation, mais au niveau national, c'est encore plus intéressant. Et donc, le réaliser au sein d'un lycée agricole, ce qui est intéressant, c'est de vraiment impliquer dès aujourd'hui les élèves sur la biodiversité et qu'ils puissent s'emparer de ça et continuer à le faire chez eux au moment où ils s'installent dans une exploitation éventuellement. Voilà, donc c'est de la pédagogie. L'idée, c'est de faire le lien entre recherche, agriculture et pédagogie naturaliste, etc. Merci beaucoup pour ces précisions. Bon, merci beaucoup à toutes les deux hein, pour votre intervention, ce premier retour d'expérience. Je vais passer la parole à présent à Pauline Brou et Juliette Ferraille de la communauté de communes Astarac-Arros en Gascogne. Voilà, vous avez une quinzaine de minutes pour intervenir. On aura le temps de prendre 5 minutes de questions à la fin de votre intervention. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Très bien. Parfait. Bien, bonjour à tous. Oui, c'est bon, j'y suis. Bonjour à tous. Donc, nous, on vous propose un retour d'expérience sur notre volet sensibilisation du monde agricole via les pollinisateurs. Donc, on a travaillé en partenariat avec Maillage, l'Association française d'apiculture et Arpiculture. Donc, moi, je vais vous présenter rapidement notre atlas de la biodiversité intercommunale et ses conclusions. Et je vais faire en sorte de laisser plus de temps à Juliette, qui est chargée de mission agriculture et eau, sur le volet plutôt sensibilisation. Donc, notre atlas de la biodiversité intercommunale, donc, il a été lancé en 2017 sur nos 37 communes. Donc, la carte de gauche vous permet de visualiser un petit peu notre situation par rapport au Gers. Donc, on est à l'extrême sud-ouest du Gers. Donc, le lancement, c'était à partir d'une volonté du monde rural d'avoir une meilleure connaissance de ses ressources, de ses habitats, et en finalité de pouvoir l'utiliser dans le cadre des aménagements territoriaux. Donc, l'atlas, à ce jour, est achevé. On a achevé 2 phases d'inventaire qui ont une grande phase 2017-2018 et une phase plutôt 2022. Voilà.
Par rapport à nos conclusions générales, donc grâce aux inventaires habitat de la DASEA, on a pu avoir une cartographie relativement précise des habitats. La cartographie qui vous est proposée à droite de l'écran résume voilà, les habitats de manière un peu plus simplifiée. Donc voilà, on a pu mettre en évidence via la BIC de grands réservoirs de biodiversité, aussi des continuités via les espaces plus forestiers. Et donc voilà, il y a des points positifs en termes de continuité, mais aussi voilà, des dégradations constatées. Donc on reste à l'écoute de nos partenaires et des volontés qui peuvent être engagées sur notre territoire pour les aider en termes d'accès au niveau de nos élus et au niveau des propriétaires privés pour ces projets. Donc, dans les enjeux à poursuivre, voilà, ça va être de préserver ces trames et les grands réservoirs. Donc, ce qui est vraiment important à constater via la cartographie, c'est qu'on a un territoire très agricole. On a plus de 70% de notre territoire qui est en agriculture ou espace ouvert, prairie temporaire et permanente, et 25% d'espaces forestiers qui correspondent en majorité à nos grands coteaux qui suivent les grands cours d'eau nord-sud de notre territoire. Donc, par rapport aux conclusions maintenant, plutôt groupe d'espèces et espèces de l'ABIC, voilà, on s'est rendu compte que si on prend vraiment la trame des milieux cultivés, on a une importance particulière à porter un accent sur les pollinisateurs. Donc voilà, le tableau que vous voyez dans cette diapo résume les groupes animaux et végétaux qui ont été considérés comme d'importance en fait par rapport aux milieux cultivés et agricoles. Donc on y retrouve des oiseaux, les plantes messicoles, mais voilà, également les pollinisateurs. Voilà, quand on sait que une grande partie de la flore sauvage et de la flore cultivée dépendent de la pollinisation, on s'est dit que ce serait important d'accentuer la connaissance sur les pollinisateurs, sur nos inventaires. Et le meilleur biais, ce serait de sensibiliser voilà, le monde apicole et agricole à ces conclusions. Donc, c'est pour ça que Juliette va prendre le relais et va vous détailler notre action avec Maillage, Arpiculture et l'Association française d'agroforesterie. Bonjour à tous, merci Pauline. Donc, je vais prendre la suite pour expliquer un petit peu voilà, ce qu'on a pu mettre en place concrètement sur les actions avec le monde agricole. Donc voilà, comme Pauline l'a dit, c'est un projet pour le moment qui est vraiment qui se concentre là-dessus sur les pollinisateurs, donc le projet Maillage. Donc voilà, pour expliquer un petit peu le contexte, Maillage, c'est un projet qui est porté initialement donc, par l'Association française d'agroforesterie, que vous devez connaître pour la plupart et donc qui est présent sur tout le territoire, et par une association d'éducation à l'environnement donc qui s'appelle Arpiculture. Et eux, du coup, ils agissent plutôt dans le Gers, dans les Hautes-Pyrénées. Donc, c'est une association plus locale. Donc, voilà, pour ce type de projet, il y aurait sûrement des équivalents à trouver ailleurs. Donc, voilà, les deux partenaires qui ont mis en place le projet Maillage. Et nous, la communauté de communes, on est vraiment là en tant que territoire d'expérimentation, territoire pilote. Et donc, en fait, ils mettent en place ce projet chez nous et nous, on intervient pour voilà, en parler, aider à recruter du monde et vraiment essayer de coordonner au maximum le projet chez nous. Donc, les objectifs de Maillage, d'abord, c'est d'avoir une transformation agroécologique, mais pas seulement sur une parcelle. Sur une parcelle, en fait, le but, c'est vraiment d'essayer de s'intégrer sur le territoire, donc à l'échelle de la communauté de communes, et de vraiment créer du lien entre les différents agriculteurs, les consommateurs, les apiculteurs, vraiment créer une dynamique tous ensemble. Le deuxième objectif, c'est du coup, en se focalisant sur les pollinisateurs et donc là on peut le relier directement aux conclusions de la BIC, c'est de réussir à voilà, fournir de la nourriture et des habitats pour les pollinisateurs tout au long de l'année sur le territoire. Donc ça passe par des travaux entre agriculteurs et apiculteurs, aussi par des actions grand public, donc je reviendrai dessus par la suite pour expliquer plus en détail ce qu'on fait. Mais voilà, le but, c'est vraiment de pouvoir intervenir concrètement pour les pollinisateurs.
Et finalement, le dernier accent qui est très important dans ce projet, c'est la mobilisation citoyenne. Et le but, c'est vraiment que les gens puissent s'investir sur le territoire pour les pollinisateurs et que tout le monde puisse s'intégrer en fait, et qu'on ait vraiment une coopération et une bonne dynamique. Donc je vais revenir sur il y a 2 grands volets sur le projet maillage. Donc le premier, celui-ci, il est vraiment à destination des professionnels, donc agricoles et apicoles. Donc c'est celui que j'ai un petit peu plus détaillé dans le cadre du webinaire d'aujourd'hui. Et ensuite, je viendrai sur le volet 2 qui, lui, concerne plutôt les collectivités, donc les agents des espaces verts, donc comme le témoignage d'avant, où on fait des travaux avec eux aussi, et puis avec les familles. Donc voilà, je reviendrai dessus par la suite, mais pour l'instant, donc le volet à destination des professionnels, donc il s'adresse aux agriculteurs et aux apiculteurs, et il y a 2 grosses actions. Donc la première, en fait, le but, c'est de sélectionner des fermes pilotes, donc soit sur proposition, soit c'est le volontariat des fermes pilotes. Donc voilà, c'est des personnes qui s'engagent. Et donc, il y a des agents de l'Association française d'agroforesterie qui vont chez eux, qui font un état des lieux des pratiques, de ce qui se passe chez les agriculteurs ou les apiculteurs. Et ensemble, en fait, ils vont réfléchir aux marges de progrès qu'il pourrait y avoir et comment est-ce qu'on pourrait mieux accueillir les pollinisateurs dans ces fermes. Donc voilà, c'est un vrai travail qui se fait de diagnostic. Et par la suite, il y a il peut y avoir des chantiers de plantation pour mettre en place des améliorations et puis mieux accueillir les pollinisateurs. Et du coup, en parallèle de cette action-là, vraiment sur certaines fermes bien ciblées, il y a des actions plus générales, des temps d'échange, des rencontres de terrain où là, les agriculteurs et les apiculteurs sont conviés. Donc, il y en a 2 par an normalement. Et le but, c'est vraiment qu'ils puissent échanger entre eux, mieux apprendre des pratiques des autres, discuter, et puis vraiment créer une communication. Et puis, parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est ce qui est ressorti de ces journées-là, c'est qu'on ne sait pas trop ce que chacun fait de son côté. Et donc, vraiment, ce qui est ressorti de ces journées, c'est que ça crée une communication et ça permet de travailler avec les autres et de mieux comprendre les besoins de chacun. Donc voilà, ça c'était pour le volet professionnel, agricole et apicole. Mais du coup, une grande part de maillage aussi qui est très importante, c'est de toucher aussi le grand public, les collectivités, parce qu'il y avait une volonté vraiment d'avoir un travail commun. Pour ça, il y a un défi pollinisateur qui est proposé aux familles du territoire. Donc, on a séparé notre territoire en 3 pour faire petit à petit et que ça puisse être proposé à tout le monde. Et donc, ces défis, c'est 4 samedis de suite, où on va apprendre, du coup, c'est Arpiculture, l'association d'éducation à l'environnement qui le prend en charge. Ils vont apprendre, en fait, comment est-ce qu'on peut accueillir les pollinisateurs dans son jardin, donc pour avoir de la nourriture, pour avoir des gîtes, et pour pouvoir ensuite, par la suite, en parler, en fait, et encourager tout le monde à s'engager dans cette direction-là. Donc, c'est vraiment un sujet qui est important et qui permet d'inclure le grand public dans ce travail-là. Et notamment, ça permet aussi, quand le grand public est intéressé, il peut être mobilisé par la suite sur des chantiers de plantation, sur des actions, des actions citoyennes. Et puis, la deuxième action de ce volet plutôt de sensibilisation, c'est ce qui se fait avec les collectivités. Donc, cette fois, c'est sur les espaces verts, où il y a une formation qui est faite, en fait, aux agents des espaces verts, donc qui sont volontaires, pour voir ce qu'ils ont comme pratique et comment est-ce que les pratiques pourraient être modifiées pour justement mieux accueillir les pollinisateurs dans les espaces publics et également communiquer aux citoyens à ce sujet s'il y a des choses qui sont mises en place. Donc voilà, tous ces volets, ils s'adressent vraiment à un public différent, mais au final, ce qui est important, c'est qu'elles se rejoignent, en fait, ça s'entrecoupe et que chacun peut venir intervenir dans chaque volet, donc il y a vraiment une belle dynamique. Alors, pour illustrer un petit peu, j'ai mis quelques photos pour pouvoir montrer concrètement ce que ça donne les journées sur le terrain. Donc, à gauche, vous avez la soirée de rencontre agriculteurs et apiculteurs qui avait eu lieu au début, donc en juin 2022, où il y avait une trentaine de participants. Et donc là, ils ont découvert le projet. Ils ont pu dialoguer entre agriculteurs et apiculteurs pour la première fois dans ce cadre-là, en tout cas. Et ils ont pu s'engager pour la suite du projet et manifester leur intérêt. Donc, c'était vraiment important. Sur la partie de droite, en haut, vous avez l'exemple d'une journée d'échange agriculteurs et apiculteurs qui a été organisée en février. Donc pour celle-ci, le matin, tout le monde est allé dans la ferme d'un agriculteur qui était en agroforesterie, donc qui a pu expliquer ce qu'il faisait, comment il mettait en place, les résultats qu'il pouvait observer. Et l'après-midi, c'était chez un apiculteur qui, pareil, a pu expliquer sa méthode de travail, les difficultés auxquelles il était confronté. Et c'était vraiment une journée très riche et il en est ressorti des participants eux-mêmes qu'ils avaient beaucoup appris et que c'était important pour eux d'avoir cette communication et cet échange entre les professions. Et finalement, la photo du bas, cette fois, c'est le
c'est le défi famille, donc chez une maraîchère qui est ferme pilote d'ailleurs, qui a pu accueillir les familles chez elle pour le premier défi, donc pour réfléchir à comment on peut accueillir les pollinisateurs. Donc voilà, elle a permis d'accueillir tout le monde sur sa ferme et ça a permis de sensibiliser le grand public. Donc on voit vraiment qu'il y a une coopération entre les différents axes. Donc pour finir, on voulait faire un petit retour d'expérience sur ce qu'on a mis en place jusque maintenant, ce qu'on a déjà pu en tirer comme conclusion, comme enseignement pour voilà, ce que nous, on puisse s'améliorer. Également, s'il y en a qui souhaitent aller dans des choses similaires pour qu'on puisse en discuter. Donc nous, ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que les élus locaux, comme on est dans une communauté de communes très rurale, comme Pauline l'a dit, c'est des communes assez petites, donc les élus locaux connaissent très bien leur territoire. Et ils pouvaient vraiment servir de relais, en fait, en allant voir les personnes qui pouvaient être intéressées par ces sujets, en essayant de les mobiliser, en allant vraiment les voir un par un, en disant « Ah tiens, il y a ce projet qui se met en route, peut-être qu'il faudrait que tu ailles voir ». Donc voilà, ça c'était un point important. On a également constaté un intérêt grandissant pour le projet. Donc au fur et à mesure, il y a des gens qui cherchent à s'intégrer petit à petit, qui n'étaient pas forcément disponibles au départ, mais qui en ont entendu parler, qui ont vu des voisins qui entraient, donc maintenant qui nous contactent petit à petit pour rejoindre le projet. Donc on voit quand même que ça en parle un petit peu. Donc comme je le disais, il y a une meilleure connaissance entre les professions et on voit qu'il y a plus de compréhension, plus de communication et qu'on comprend mieux les besoins de chacun. Le clivage est moins fort. Et finalement, un gros avantage qu'on a trouvé, c'est vraiment la mise en relation grand public, monde agricole, avec les interconnexions entre les différentes actions qu'on met en place. Et donc, pour les plantations, des aménagements, il y a des appels citoyens qui peuvent être faits. Donc, c'est les citoyens qui vont venir aider à planter chez les agriculteurs. Et par exemple, il y a un ciné-débat qu'on a organisé dans ce cadre, dans le cadre du projet Maillage il y a 2 semaines, donc qui était destiné plutôt au grand public. Et il y a les agriculteurs du groupe Maillage, donc ceux des fermes pilotes, ont été contactés pour voir s'ils seraient intéressés pour y participer. Et donc plusieurs étaient intéressés. Donc le même problème que pour le témoignage d'avant, c'était selon la période, c'était pas l'idéal. Mais on a quand même eu un agriculteur et un apiculteur qui ont accepté de venir et de prendre la parole devant le public à la fin pour parler du projet Maillage, de leur quotidien, de ce qui se passe avec les pollinisateurs. Donc voilà, ça c'est vraiment des points qu'on trouve importants et positifs. Et dans les points qui ont un petit peu moins bien marché ou voilà, sur lesquels on souhaiterait travailler, c'est que forcément on a du monde qui est impliqué, mais on cherche toujours à avoir plus de monde. Donc on peut encore essayer de mobiliser du monde et on se pose des questions sur comment on peut faire pour sensibiliser, puis pour encourager. Et surtout dans les personnes qu'on a réussi à mobiliser, on se rend compte que c'est souvent des personnes qui sont déjà sensibilisées et donc voilà, qui sont déjà dans cette dynamique. Donc on réfléchit à comment est-ce qu'on pourrait toucher plus largement tous les agriculteurs et puis les apiculteurs du territoire pour mobiliser sur cette thématique. Puis également, parfois, selon les rencontres, on a un petit déséquilibre entre agriculteurs et apiculteurs selon la période ou selon le sujet des actions qu'on met en place. Alors voilà, je vous remercie pour votre attention, on va s'arrêter là. Donc j'ai juste laissé nos 2 contacts, donc à Pauline et à moi. Si vous voulez nous recontacter par la suite, n'hésitez pas. Puis on pourra en rediscuter plus largement. Merci Juliette, tu peux laisser cette diapo un petit peu là si les gens veulent noter les coordonnées. Peut-être juste là pour réagir sur ce que tu disais, tu peux nous donner un petit peu pour se rendre compte des niveaux de fréquentation là sur la soirée ciné-débat ou les différentes journées que vous avez organisées. Voilà, c'est pas le niveau de fréquentation qui fait la qualité des interventions, c'est juste pour apprécier un petit peu voilà, ce que ça a pu donner en termes de fréquentation. Oui, alors pour la première journée la première soirée d'échange de mobilisation au début, si je ne me trompe pas, il y avait une trentaine de présents et ça avait amené à avoir une dizaine de personnes qui s'étaient inscrites qui souhaitaient être ferme pilote par la suite et qui vraiment s'étaient engagées directement. Pour avoir une première idée. Pour la journée d'échange agriculteur-apiculteur, j'ai pas le chiffre en tête, mais je pense qu'on devait être une trentaine également. Ah oui, c'était en journée, donc c'est pas forcément évident non plus de... Ouais, mais c'est pas si mal que ça. Ça fait une trentaine, ouais. Et pour le ciné-débat, on avait compté 60 personnes, il me semble. Ok, entre grand public. C'est ça. Et les exploitants étaient intervenus de manière spontanée à la fin ou ça avait été un peu préparé avec eux du coup? Ça avait été préparé, on avait pris contact avec eux avant pour savoir s'ils souhaitaient déjà venir et pour préparer un petit peu le débat avec eux. Donc j'avais quand même 5 exploitants qui étaient intéressés initialement. Donc il y avait des agriculteurs, des maraîchers et des apiculteurs.
Mhm. Après, il y a eu voilà, il y a des petits contretemps, c'était une période climatique compliquée. Donc finalement, il y en a deux qui ont accepté de venir. Eh ben, merci beaucoup pour ces précisions. Alors, peut-être juste de préciser aussi que dans le chat, donc on nous dit que la direction, je pense que ça résonne avec ce qui a été abordé dans le précédent temps d'échange, mais que la Direction générale de l'enseignement et de la recherche a signé une convention avec l'OFB donc pour développer des observatoires et sciences participatives dans les lycées agricoles. Alors, effectivement, moi, je ne travaille pas spécifiquement là-dessus, mais j'en avais entendu parler. Et donc, une déclinaison régionale est en cours en Occitanie. Voilà cette précision par rapport aux remarques de Pauline tout à l'heure sur les sciences participatives. Merci beaucoup Juliette et Pauline pour votre intervention. Enfin, c'était aussi un retour d'expérience, enfin, les deux retours d'expérience étaient vraiment très intéressants. Je pense que ça a pu donner des idées et être inspirant donc, pour les collectivités qui sont connectées. Je vois que il est 14h58, donc on va bientôt terminer ce temps de webinaire. De vous redire que donc le webinaire a été enregistré et il sera disponible donc sur la chaîne YouTube de l'ARB. Je voulais remercier toutes les intervenantes pour votre participation à ce webinaire. Merci beaucoup pour votre investissement dans cette présentation. Merci. J'aurais une question si c'est possible. Oui, bien sûr, bien sûr. Je profite d'avoir le micro, Oui, c'est plus simple pour répondre. Donc, j'ai trouvé ça intéressant, ce projet, et je pense que je vous recontacterai, Pauline et Juliette, pour avoir un peu vos retours concrètement. On avait quand même les mêmes objectifs, sensibiliser les gestionnaires d'espaces verts et les agriculteurs. Donc, je trouve ça très intéressant un peu d'échanger, de mutualiser nos informations. Et j'avais une question, donc je vois que vous avez travaillé quand même sur 37 communes. Ce n'est pas rien. Est-ce que vous avez réalisé des inventaires naturalistes sur 37 communes? Est-ce que c'était seulement sur les pollinisateurs? Parce que moi, c'était un frein. Lors de la réponse à l'appel à projet, on m'avait dit plutôt de travailler sur d'autres espèces. Donc, c'est pour ça également que l'on a quand même travaillé sur les libellules et les chauves-souris. Même si c'était intéressant, on aurait préféré mettre tout le paquet sur les pollinisateurs pour avoir un inventaire plus exhaustif. Et quel était votre budget, si c'est possible? Ça c'est ma première question, et si j'ai le temps, je veux bien, j'aurai une seconde question. Oui, on peut prendre quelques minutes, Pauline, pas de souci. Merci. On t'entend pas, Pauline. Oui, donc pour l'Atlas de la biodiversité communale, donc je remets le note, je remets un petit peu dans le contexte. Donc du coup, bon, moi je suis arrivée mi-janvier, donc j'ai vraiment pris connaissance de cet Atlas à sa clôture en fait. Donc j'ai une mission de veille, de vigilance par rapport aux actions qui peuvent être menées dans le cadre de l'Atlas, mais l'Atlas est maintenant achevé. Donc après, sur les phases de l'Atlas, il y a eu deux grosses phases. Il y a eu 2017-2018 où l'Atlas a été lancé, et une autre phase en 2022. En 2017-2018, donc le commencement en fait sur les groupes principaux. Donc voilà, à ma connaissance, il y avait les grands groupes ornithos, mammifères, insectes, voilà, mais les groupes les plus étudiés. Et donc, c'est vrai que dans le cadre de la poursuite de l'Atlas, il y a eu une volonté d'appuyer davantage sur les volets habitat et voilà les grandes les grands objectifs en termes de protection, d'habitat, de conclusion, aussi sur d'autres groupes d'espèces. Alors, le volet pollinisateur, il me semble que sur les premières phases de l'Atlas, il n'y avait pas eu forcément d'inventaire ciblé. Sur la deuxième phase, il n'y en a pas eu forcément énormément plus. C'est le Conservatoire d'espaces naturels qui a fait les inventaires complémentaires sur la phase 2. Et donc après, c'est vrai que sur le choix des partenaires qui sont intervenus dans le cadre des inventaires,
je sais pas exactement comment ça a été fait. Je pense que ça a été vu à ce moment-là sur les grandes structures en environnement qui étaient aussi proches sur les bénévoles et observateurs qui pouvaient dans les structures. Mais peut-être que voilà, peut-être que si l'ANA n'a pas été contactée à ce moment-là, c'est peut-être que bon, je sais pas, ça peut être aussi bien un petit oubli ou peut-être qu'il y avait aussi les structures, la base en termes de connaissances de chacune pour avoir les connaissances de base, enfin les compléments qui nous manquaient en fait. C'est vrai qu'on reprécisait il y a peu de temps avec Cécile Bedel qu'un atlas ça n'a pas besoin d'être exhaustif. Et donc c'est vrai que moi aussi j'avais une petite frustration quelque part à ne pas pouvoir encore alimenter davantage l'atlas, mais bon là voilà, il y a eu quasiment tous les groupes étudiés au moins partiellement, notamment sur les insectes les moins étudiés. Donc voilà. Et après, en termes de budget, je n'ai pas les chiffres en tête. Je vous propose que, de toute façon, vous pouvez vous recontacter Oui. après le webinaire pour échanger là-dessus. Je ne sais pas si, Pauline, vous aviez vraiment une dernière intervention rapide. Non ? Très rapide, c'était comment vous êtes intervenu auprès des apiculteurs, puisque la difficulté est de leur présenter aussi la compétition qu'il y a entre les abeilles domestiques et les abeilles sauvages, les sensibiliser également, les apiculteurs là-dessus, et ce n'est pas toujours évident. Voilà, mais on pourra échanger par téléphone. On peut faire une réponse très courte là-dessus, puis après on va effectivement pas trop tarder à solder. Alors du coup, pour la réponse, alors moi c'est pareil, je suis pas arrivée il y a très longtemps, donc j'ai pas la réponse précise là-dessus. Je sais que c'est un sujet qui a été abordé justement à la journée agriculteur-apiculteur, on en a parlé de cette compétition-là, mais c'était des apiculteurs qui étaient déjà assez avertis, on va dire, de ça, et qui disaient justement qu'ils voulaient pas trop étendre, pas être de trop grosse ampleur. Donc voilà, on n'est pas vraiment intervenu particulièrement là-dessus. Mais par contre, peut-être on en reparlera par la suite, mais avec Apiculture, l'association d'éducation à l'environnement, eux ont dû être plus confrontés à cette situation-là, et puis ils pourront plus répondre. En tout cas, donc, merci beaucoup. Que ce soit donc les intervenants ou les participants, si vous avez des précisions à demander là-dessus, hein, vous avez les coordonnées des différents intervenants de ce webinaire, donc n'hésitez pas à revenir vers eux. Peut-être avant de clore ce webinaire, moi je voulais donc remercier effectivement les participants et les intervenants voilà, pour votre participation à ce webinaire, et de noter, peut-être de vous indiquer que l'ARB Occitanie organise un webinaire qui s'appelle quel financement pour vos projets biodiversité, voilà, de mémoire, j'espère que je ne dis pas de bêtises, qui aura lieu le 11 juillet. Je vous mets le lien, alors c'est un lien à rallonge, mais j'ai vérifié, il fonctionne bien. Je vous mets le lien dans le chat pour ceux que ça intéresse. Ça sera le 11 juillet de 14h à 15h30. Et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 7 juillet. Donc pour les collectivités ou autres qui souhaitent avoir plus d'informations sur les financements sur les projets biodiversité, n'hésitez pas à participer, et ce webinaire sera également enregistré. Voilà. Eh bien, je vous remercie à tous.